je remercie Monsieur Oscar Pujol pour son introduction et aussi pour le soutien inconditionnel de l'Institut Cervantes pour le succès de cet événement, ainsi que je remercie tous les partenaires institutionnels et les associations, notamment l'Institut français, l'association MERMAC, les étudiants de l'architecture, Das Balouias aussi pour leur soutien inconditionnel. La thématique de cette année qui se résume dans une phrase qu'on a choisie en fait pour cette année, c'est l'espace urbain en pleine mutation. En fait, cette réflexion à propos de l'espace urbain, j'avais un peu un rapport sémantique avec la thématique. Je peux retenir en fait la notion de l'espace qui est une notion assez abstraite en fait dans le langage et dans la réflexion en tant que telle, parce que je crois que ce qui est espace, c'est toujours quelque chose qui n'a pas de forme, mais qui limite quelque chose, qui contient quelque chose, ou qui est le contenant de quelque chose. L'urbain, on peut dire en fait que cet adjectif, si on peut l'appeler adjectif ici, prend forme en fait de cette forme d'organisation humaine, sociale, civilisationnelle plus développée, qui organise la vie humaine et au sein d'un espace donné, et la mutation qui est un certain emprunt du domaine de la biologie, qui veut dire un changement tout radical, un changement soudain, un changement qui peut s'étaler sur le temps et qui peut prendre la forme d'un événement brusque, un événement qui n'est pas prévu. Mais aussi, ce qui m'a intéressé aussi dans le choix de cette thématique avec l'équipe, c'est la notion de l'espace qui, si on la traduit dans le dialecte marocain, ça n'existe pas. C'est-à-dire on utilise toujours des mots qui veulent dire par exemple une distance, qui font référence à un endroit, à une localisation, mais il n'y a pas la notion de l'espace dans la darija marocaine, et c'est ça ce qui est, c'est symboliquement très révélateur, dans le sens où comment le Marocain en fait imagine son territoire symbolique et comment on n'appelle pas ce territoire symbolique quelque chose de son nom comme dans les langues, comme dans les autres langues comme espace, par exemple en français, space en anglais. Du coup, la thématique de cette année en fait se penche sur l'actuel et le factuel en prolongement avec la mouvance historique et l'histoire du Maroc. On va questionner cet espace, on va essayer d'en tirer quelques leçons, on va voir comment les citoyens marocains aujourd'hui appréhendent cet espace et s'approprient ces espaces. C'est pourquoi on a une variété de personnes qui vont se prononcer aujourd'hui et qui sont vraiment dans le bain, notamment Carlos Pérez Marín. Vous êtes fondateur et architecte, chercheur, fondateur du Marsat Dara et co-organisateur de la caravane Tirmers. Vous travaillez sur plusieurs domaines dans l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine et l'art contemporain. Vous étiez enseignant à l'École nationale de l'architecture de Tétouan de 2010 à 2013, actuellement à l'Institut national des beaux-arts de Tétouan et à la faculté des sciences techniques des Rachidia. Vous faites des recherches scientifiques et aussi sur la culture contemporaine pour mieux comprendre le désert, donc toutes ces déclinaisons architecturales, historiques, environnementales et géographiques, culturelles et sociologiques. Donc pour ne pas tarder, je cède la parole à Carlos pour nous présenter sa réflexion sur qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'architecture coloniale espagnole aujourd'hui. Vous pourrez entendre la lumière, la luz que pueda apagar. Bon, puisqu'on est un peu en petit comité, et si à un moment donné il y a des questions, surtout de la part des étudiants, après je pense qu'on pourrait ouvrir les débats sur plusieurs questions un peu plus générales. Mais moi je vais vous parler des Tétouans. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui connaissent Tétouan, je sais qu'il y a certains. Et en premier, je vais parler rapidement de l'évolution urbanistique des Tétouans. Et deuxièmement, je vais parler de qu'est-ce qu'on peut apprendre du patrimoine.
et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un développement qui a été fait dans certaines conditions et quel est le rapport avec les développements que suit le Maroc aujourd'hui. Parce qu'il y a pas mal de choses, des erreurs qui se répètent et c'est un peu comme oublier toute l'expérience acquise sur les territoires. À propos de la partie, on peut dire, historique, c'est dommage. Il s'excuse de ne pas pouvoir être là. La personne qui connaît le mieux tout le patrimoine espagnol du nord du Maroc, qui n'est que Antonio Bravo de Melilla. Et sûrement son livre, ça sera très bien de l'avoir. Ici, on peut le consulter, mais sur son site, on peut le télécharger, qui s'appelle L'architecture et l'urbanisme espagnol du nord du Maroc, qui a été publié par la Junta d'Andalucía. Mais lui, il n'a pas pu venir parce qu'il est trop occupé. Lui, normalement, il vient à Tétouan, à l'ENA Tétouan pour faire des cours intensifs. Et à un moment donné, avec lui, avec le directeur de l'ENA, Hakim Charkaoui, et avec les étudiants, au moins quand j'étais à Tétouan, on a beaucoup travaillé sur l'ensanche. On a même voulu faire un catalogage, mais qui finalement n'a pas abouti parce qu'on n'a pas eu les ressources économiques pour pouvoir digitaliser toutes l'archive magnifique. L'ensanche, bon, plutôt Tétouan. Pour ceux qui connaissent Tétouan, vous voyez là-bas la Médina et ce qu'on appelle aujourd'hui l'ensanche, qui n'est que l'extension de la ville. Mais d'abord, il faut dire que la Médina de Tétouan, même s'il y a eu déjà quelques constructions au XIVe siècle, après c'était détruit par les Portugais, mais on dit que c'était Cid al-Mandri vraiment qui, au XVe siècle, il a commencé à faire des murailles et à faire la ville. Bien si aujourd'hui on pense que la Médina c'était un ensemble, vraiment il y a eu pas mal d'évolutions à l'intérieur de ces périmètres. Déjà il y a eu une vague des Espagnols au XVIIe siècle, et je dis bien des Espagnols musulmans qui sont arrivés après l'expulsion, et que c'était un petit bouleversement parce qu'ils ont créé des quartiers et qui encore aujourd'hui les quartiers et les rues ils gardent les noms d'Aragon, de Torres et de pas mal de gens. Même au début du 19e siècle, il y a eu aussi un grand changement à la Médina, que c'était les quartiers, les Mellah, le quartier des Juifs, qui a été construit entièrement sur ces parties-là. Et bien si les Espagnols, ils ont déjà ils ont fait quelque chose, surtout à partir de la guerre de 1859, qui a fini avec les traités de Guataras. Ce n'était que vraiment quand on a signé les accords entre la France et l'Espagne en 1912 qu'il y a eu lieu les protectorats espagnols. Bien évidemment, quand les protectorats, c'était 27 novembre 1912. Et il y a quelque chose qui est très intéressant et qui a un rapport avec ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer une ville, et pour cela, il faut une administration qui soit capable de mettre en place tous les plans d'aménagement. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les régions, et c'est toujours encore pas évident. Et surtout parce que les premiers qui arrivent à Tétouan et les premiers qui commencent à décider à faire des choses, c'était les militaires. Parce qu'il avait besoin vraiment de garder des militaires quelque part, il fallait construire des casernes. Et dès qu'on commence à mettre en place cette administration, d'un côté il y a des ingénieurs militaires, mais de l'autre côté il commence à avoir des architectes. Et là, c'est pas évident qu'on met autour d'une table des ingénieurs militaires et des architectes, parce que parfois les intérêts sont complètement différents. Mais ils arrivent à se mettre d'accord, d'abord qu'il faut faire un plan d'aménagement. Les premiers Espagnols qui arrivent, comme les ensanches, la seule chose qu'on avait c'était la Médina, ils commencent à s'installer à la Médina. Et c'est une chose très 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 intéressante, parce qu'on a eu, je ne dirais pas l'ordre, mais on a dit il ne faut pas démolir quoi que ce soit à la Médina.
vous voulez vivre à l'intérieur de la Médina, d'accord, mais on ne peut pas démolir un bâtiment et le refaire. Il faut surtout sauvegarder la Médina. Et cela a impliqué aussi une discussion sur ce qu'on fait avec la Médina. Et ça, c'est quelque chose qu'Antonio Bravo, dans son livre, il raconte un peu aussi, il compare qu'est-ce qui s'est passé entre les villes du protectorat espagnol et français, de quel est le rapport qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui entre ces nouvelles extensions des villes et ces médinas. Après, il y a une question aussi très importante, que c'est le contexte politique, social, économique, culturel. Et, pourquoi? Parce que normalement, quand on parle du patrimoine colonial, on parle d'un point de vue un petit peu négatif, et parce que le considère, on ne va pas traiter ces sujets maintenant. Mais après, il est vrai un constat qu'une fois que les protectorats se sont mis en place, il y a des régions du Maroc, ça a pris beaucoup plus de temps, comme le Sud, jusqu'aux années 30. Mais une des choses qui a permis, c'est que la population qui vivait à l'intérieur des médinas, c'est-à-dire derrière les murailles, dès qu'il y a eu, entre guillemets, une paix, cela a permis que les gens ils ont eu la possibilité de pouvoir sortir hors des murs. Et cela impliquait bien évidemment des aménagements. En 1900, on parle d'aménagement urbain, mais souvent on oublie une autre chose qui est encore aujourd'hui, c'est prioritaire et qu'on ne tient pas en compte, surtout d'un point de vue des architectes. Je vais parler de l'aménagement du territoire. Parce que les Espagnols, quand ils sont arrivés, une année et demie plus tard, ils ont déjà construit une ligne de train entre Tétouan et Martil. Parce que Martil, c'était le port le plus proche, c'était entre 10 et 15 km. Là, il avait bien évidemment un intérêt géostratégique. Mais les villes, il faut les considérer pas de façon isolée, il faut les considérer aussi avec les territoires. Et dans ces cas-là, Tétouan, il devait être connecté avec Ceuta, ma ville d'origine. Mais tout simplement parce que c'est une ville qui faisait pas partie du protectorat et qui avait un port qui était beaucoup mieux aménagé et qui permettait notre type de trafic et Martil ne le permettait pas. Cela a fait qu'en 1918, on a une ligne de train. Ils ont construit 50 km de train entre Ceuta et Tétouan. Aujourd'hui, vous mettez... l'administration a construit une ligne de train comme ça ne va pas prendre 4 ans. Bon, les TGV, c'est beaucoup plus long, mais c'est une priorité. Et là, il y avait une certaine coordination entre l'aménagement du territoire et l'aménagement de la ville. En tout cas, à partir entre 1913 et 1914, il commence à réaliser les plans d'aménagement de l'ensanche. Et on commence à construire des bâtiments. Il est curieux, les premiers bâtiments qui ont été finis en 1914, c'est aujourd'hui le siège de Cervantes de Tétouan. C'était le premier bâtiment de l'ensanche. Et ce qui est très intéressant aussi, il y a eu tout au long de l'histoire du protectorat, il y a eu toujours un débat, il y a eu toujours des critiques entre les fonctionnaires, mais surtout entre les architectes espagnols. Il y a eu un intérêt aussi, pas seulement de protéger la Médina, mais quelque chose qui est très intéressant. Ils se sont dit, ce n'est pas qu'il faut protéger la Médina, il faut aussi renforcer les structures qui sont sur les points de tomber. Il faut faire des plans de restauration, de réhabilitation des murailles, de certains bâtiments de la Médina. C'est-à-dire, il y a eu une administration, ou peut-être sûrement quelques personnes de l'administration qui ont eu cette conscience de que ces patrimoines, il fallait absolument les garder. Cela impliquait plusieurs choses. D'abord, il te faut un règlement. Deuxièmement, tu vas restaurer, c'est qui va restaurer ça? Ils ont dû créer une école des arts et métiers, qu'aujourd'hui on connaît comme Darsana, qui encore aujourd'hui
il forme des jeunes artisans. Et puis, Darsana, et c'était Darsana, qui un des directeurs était Mariano Bertucci. C'est celui qui était à l'origine de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Que pour moi, ce qui est aussi très intéressant, si on parle d'art contemporain dans le monde arabe, le Maroc, il est parmi les meilleurs, et la seule école de beaux-arts qui appartient au ministère de la Culture se trouve à Tétouan. Pour moi, c'est curieux. On part d'un besoin de protéger le patrimoine de la part des Espagnols, et ça aboutit pour une institution qui crée les meilleurs artistes d'art contemporain du monde arabe. Peut-être s'il n'y a pas eu cette mentalité, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de Limba. Peut-être. Et c'est parfois, c'est des questions qu'on oublie. Et en plus, il ne s'agissait pas que de construire l'ensanche. Il y a certains architectes qui se sont dit, qu'est-ce qui se passe avec la population locale? Parce que ceux qui s'installent ici, surtout des soldats réguliers, il fallait construire des maisons. Et il y a eu des recherches de la part de certains architectes afin de réfléchir comment vivait la population locale et comment on pouvait améliorer leurs conditions, surtout alors de faire de nouveaux logements. Il y avait des critiques. Parmi ces critiques, il y avait ceux qui disaient pourquoi les architectes espagnols qui travaillent Tétouan, ils ne tiennent pas en compte certaines solutions de la Médina. Cela ne veut pas dire qu'on allait utiliser des motifs, des matériaux, mais tout simplement penser la Médina, il a un savoir-faire en tant que comment se protéger du soleil, comment on peut se protéger du vent, de la question des patios, mais tout cela, on l'a oublié complètement. En 1930, il commence à avoir aussi un problème parce que l'ensanche commençait à être bouclé et il fallait faire plus de logements sociaux, il fallait faire aussi un quartier industriel, mais il paraît comme si l'aménagement était oublié, qu'il fallait plus faire. Et parfois aussi, ça c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Une autorité, il dit on va faire un plan d'aménagement, on fait un plan d'aménagement, mais après il s'oublie que ça, il faut les gérer et qu'on ne peut pas s'arrêter là-bas, qu'il faut continuer à faire des plans d'aménagement. Dans les années 40, il y a un Muguruza qui avait travaillé aussi à Ceuta, qui vient un peu avec les régimes, et il fait une critique dans le sens qu'il n'y a pas une zonification. Les bâtiments institutionnels sont complètement dispersés, il n'y a pas d'espaces verts, il n'y a pas de logements sociaux. Et il fait un autre plan d'aménagement. Mais à fin de compte, ce qu'il fait, il ne travaille que sur ces périmètres de l'ensanche. Ce qu'il fait, c'est démolir des casernes militaires, oui, faire des espaces verts, mais il ne sort pas vraiment de l'ensanche. Et peu de temps plus tard, un des grands architectes qui a eu pendant cette période-là, Alfonso Sierra Ochoa, c'était très intéressant quand il disait que, et je lis textuellement, les urbanistes du plan d'aménagement des Tétouans n'ont pas eu aucune idée sur leur organisation économique des terrains, ni les caractéristiques politico-sociaux de la ville. Ils ont projeté une ville non péninsulaire, c'est-à-dire non espagnole, mais avec une mentalité espagnole. Et lui aussi, ce n'est pas qu'il faut critiquer, après il faut réagir. Et il réagit surtout avec un quartier de logements sociaux pour les musulmans qui s'appelle aujourd'hui Moulay Ismaïl. Aujourd'hui, si on compare Moulay Hassan, pas Moulay Ismaïl, Moulay Hassan, quartier Moulay Hassan, si on compare les territoires avec l'étage de la ville, bien évidemment, on parle
d'un territoire beaucoup plus limité. Pendant les années 30 et pendant les années 40, il y a eu, d'une certaine façon, un intérêt de pouvoir développer d'autres quartiers. Mais comme c'était le cas de Sierra Ochoa, quand l'administration il a laissé de suivre de l'aménagement, de faire des aménagements, quelque chose comme aujourd'hui, les gens ils commencent à construire un peu n'importe comment, n'importe où, et lui, au lieu de dire voilà, on va tout raser, il s'est dit non, à côté, je vais faire des projets de logements sociaux, et je vais essayer d'attirer les gens vers ces quartiers-là. Mais il est vrai aussi que c'était très compliqué quand on part qu'au début du protectorat, il y avait 18 000 habitants à Tétouan, et en 1940, il s'arrivait presque à 80 000. On a multiplié par 4 la population. Encore un phénomène qu'on souffre aujourd'hui dans pas mal de villes, avec cette migration qui vient de la campagne. Et qu'on ne fait rien, et quand on fait quelque chose, on le fait rapidement, sans bien réfléchir, et on pense qu'on est en train de résoudre un problème, tandis qu'on va produire beaucoup d'autres problèmes dans tous ces nouveaux quartiers qu'on crée. Hein. Bon, à fur et à mesure, il faut dire que même si l'indépendance est arrivée en 1956, bon, il y a eu des Sierra Ochoa, il est resté comme architecte municipal jusqu'en 1959. Et pas mal de projets ont été finis juste après. C'est un peu dangereux de parler de ces styles, parce que normalement, et c'est Antonio Bravo qui parle beaucoup sur la typologie et les styles qu'on voit à Tétouan. Mais il y a eu une grande diversité, il y a des choses qui sont très, très, très remarquables. On parlait des infrastructures comme la gare des trains de Tétouan, qu'aujourd'hui c'est les musées d'art moderne. Et on voit que surtout la première décennie du protectorat, les architectes, il y a un débat. Il y a eu d'un côté ceux qui voulaient faire, si on peut dire, une architecture néo-arabe, et l'autre qui ont voulu faire plutôt une architecture historiciste. On s'est posé la question, est-ce que c'est bien de faire les néo-arabes ici à Tétouan? Il y avait des gens qui disaient, à fin de compte, on partage pas mal de patrimoine, d'héritage. Et ce qu'on voit à Tétouan, c'est la même chose qu'on pouvait voir à Grenade, à Séville. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un lien. Mais en tout cas, il y a eu toujours des gens qui ont fait des choses magnifiques et d'autres qui ont fait un peu n'importe quoi, et surtout qui sont restés sur la façade et sur l'image. C'était curieux parce qu'à un moment donné, c'était les bâtiments officiels qui étaient plutôt arabes, après les bâtiments privés qui étaient un peu historicistes. En plus, c'était pas... Bon, le Sanchez, c'était aussi un quartier en mutation, que parfois on construisait un petit bâtiment, après on les changeait, et on changeait aussi les styles. C'était le cas du théâtre espagnol, que le projet original c'était d'Antibes, et après ils ont fait une transformation, ils ont changé radicalement. Des bâtiments comme l'hôpital qui n'a rien à voir à l'église, c'était un projet complètement à part. Et aussi une chose intéressante, les infrastructures culturelles. Il y avait il y a 4 grands, il y avait plus, mais les principaux c'était le théâtre espagnol, le Monumental, le Cinéma Avenida et puis le Victoria. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des aménagements urbains au Maroc où il y ait autant de bâtiments culturels. Et le pire, c'est que maintenant, ils sont en train de disparaître. Il y a très peu, ils voulaient démolir les monumentales pour faire des logements. Et personne ne pouvait les empêcher. Après, c'était les Wali qui a dit non, ça, on ne veut pas les démolir. Et c'est dommage parce qu'on pouvait faire énormément de choses dans ces bâtiments. Vous voyez que même dans les premières périodes, jusqu'en fin des années 20, la diversité qu'il y avait des bâtiments.
l'espagnol, le théâtre espagnol qui est juste à côté de Cervantes. Comme je disais, c'était le premier bâtiment de la fini de l'ensanche. Le théâtre espagnol, ça a beaucoup changé. À partir des années 30, il y a une série des architectes comme Manuel Latorre, Miguel de la Cuadra Salcedo, Francisco Herranz et José Larrocea. À cette période-là, Tétouan est devenu un laboratoire d'expérimentation architecturale. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec les moments politiques en Espagne. Parce que juste avant la guerre civile, c'était la République. Et pendant toute cette période-là, il y a eu surtout l'art déco, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce type d'architecture parfois aérodynamique, parfois futuriste. Il y avait des architectes qui disaient il y a plus de bâtiments aérodynamiques à Tétouan qu'à Madrid. Et j'ai plus de liberté créative à Tétouan qu'à Madrid. Ce qui est incroyable. C'est-à-dire, la contemporanéité était à Tétouan et pas à Madrid. Miguel de la Cuadra Salcedo, c'était un des grands architectes qu'il y a eu à Tétouan, comme c'est le logement des fonctionnaires. Ou le barrio Malaga, avec des bâtiments ces bâtiments, on les restaure, et il est magnifique, mais ils sont toujours utilisés, ce n'est pas des bâtiments qui sont abandonnés. Comme le théâtre Victoria, qui aujourd'hui il est fermé malheureusement. Et ça aussi c'était un problème je ne sais pas les autorités à quoi ils pensent, mais il y a pas mal de patrimoines que ce n'est pas que ça serait la fierté, mais qui sont une utilité pour la population locale. Et on voit l'exemple à Tanger avec le cinéma RIF, avec la cinémathèque, qu'est-ce que ça peut donner. Parce que normalement on a tendance à dire que le patrimoine c'est un problème, tandis que parfois c'est la solution. Et surtout avec des quartiers aussi densifiés où il y a des bâtiments qui peuvent avoir des usages complètement différents. Toutes ces images sont du quartier de Barrio de Malaga. Ça c'est aussi l'ensanche. Les années 40, il y a un petit changement parce qu'il y avait déjà les régimes en Espagne. Bien si on voit ici de ce côté-là, c'est que maintenant les consulats, il y a surtout, j'ai fait mention à Muguruza, il y a dans certains bâtiments, il y a une autre vision sur l'image qu'il faut donner, et il faut donner une image plutôt officielle du régime, mais il y a encore des architectes comme de la Cuadra Salcedo, comme Castro Fernández Shaw, qui continuent à faire leur boulot. Et de s'en sortir de tout ce type de styles, de bâtiments. Ça, c'est des logements pour des fonctionnaires, c'est magnifique. Comme la gare routière qui est abandonnée, comme ces bâtiments de Miguel de la Cuadra Salcedo et Castro Fernández Shaw, qui est les marchés encore aujourd'hui utilisés, et que d'un point de vue urbanistique, architectural, les espaces qui sont à l'intérieur, il est toujours très 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 moderne. Ou le cinéma Avenida dont j'ai parlé, qui suit plutôt cet style. Et un dernier projet, c'était un projet, mais c'est plutôt un plan d'aménagement. C'était la cité scolaire, qui était finie en 1959, où et c'était vraiment un complexe scolaire qu'encore aujourd'hui on utilise. L'IMBA, il est là, comme cet lycée, qui part aussi de je ne sais pas si on pourrait dire de la contemporanéité, mais de la validité de certains propos qu'on a eus il y a déjà plus d'un siècle. Ça, c'est une photo prise du troisième étage de l'IMBA, là où il y a les gens qui font la bande dessinée. Mais vraiment, si vous voyez entre les cyprès, entre les types d'architecture que vous voyez là-bas, on pourrait dire qu'on est en Grenade.
l'Institut national des beaux-arts, l'INBA. Mais bon, je voulais parler rapidement pour que vous ayez une idée de il y a plus de 250 bâtiments. La diversité des styles qui se correspondent avec une période culturelle, politique, économique. Mais on risque de rester sur cette image-là. Et souvent, on oublie d'autres types d'interventions qu'ils ont fait les Espagnols. Parce que derrière toutes ces façades, derrière tous ces motifs de la décoration, il y a eu aussi des ingénieurs, surtout des ingénieurs, qui ont développé de nouvelles techniques. Ces bâtiments du cinéma Avenida des années 40, d'abord, il y avait quelque chose qui était très normal en Europe. Aujourd'hui, ici, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des mixages des usages, de comment on peut mettre un espace culturel en bas et puis des logements en haut. Cela a besoin d'un défi structurel. Ces bâtiments-là, il y a des poutres en béton de 25 mètres de portée. Il faut rappeler qu'un des grands ingénieurs espagnols comme Eduardo Torroja, ils sont venus au Maroc, ils ont construit des ponts, ils ont construit des réservoirs d'eau. Mais ces bâtiments-là, vous pouvez penser à un bâtiment moderne des années 30 et personne ne peut deviner qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est un bâtiment de José Larrucea. José Larrucea, quand il arrive, il dit, on a un problème. Souvent, on pense les bâtiments comme si on était en Espagne, avec les mêmes techniques qu'on utilise en Espagne, tandis qu'après, on arrive ici, d'abord, le coût, ça remonte énormément, et puis deuxièmement, on n'a pas des ouvriers qualifiés pour pouvoir construire ça. Et finalement, si on les construit, ça devient trop cher. Et pour éviter ça, et pour faire une construction beaucoup adaptée aux techniques locales, et aux contraintes économiques, qu'est-ce qu'il fait? Il développe tout un système constructif qui s'appelle les méthodes Larrucea. Il fait un bâtiment entièrement en briques. Mais pas que les murs, ça c'est normal, ça, on le voit un peu partout, mais la dalle. C'est une dalle faite en briques et pas avec une voûte à la catalane, complètement en briques. Il avait déjà fait au nord de l'Espagne. Il a construit des bâtiments avec ces techniques à Madrid, mais là où il y a le plus de bâtiments construits avec ces techniques, c'est à Tétouan. Je répète, Tétouan, dans les années 30, il est devenu un laboratoire social, artistique, mais aussi technique. Et personne ne parle de ça, personne. Je pense qu'à l'ENA Tétouan, Hakim, il m'a fait traduire, parce que il explique comment on peut construire avec ça, quel type de briques, les dossages du ciment. Et je ne sais pas si tu as vu, si finalement il est arrivé à construire une partie des dalles avec ça. Il a fait des voûtes. La voûte, non, mais il voulait faire une dalle. Les voûtes, c'est... Bon, mais il y a aussi un ingénieur militaire norvégien, dans les années 20, fin des années 10, il a développé tout un système constructif en béton préfabriqué. En béton préfabriqué, on utilisait les ciments armés au début du XXe siècle, mais lui, 10 ans plus tard, il va plus loin. Et la question, c'est qu'il avait un besoin de pouvoir construire des casernes militaires le plus rapidement possible. Tout cela, pour passer à la deuxième partie rapidement, si j'ai le temps, et pour parler du patrimoine en général. Parce qu'aujourd'hui, on se promène par Tétouan et on voit cette diversité. En plus, il y a une continuation vers la Médina. C'est aussi intéressant comment on a utilisé un espace, les Feddan, pour faire des transitions entre la Médina et l'Ensanche qu'encore aujourd'hui, ça a marché très 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 bien jusqu'à ceux qui ont décidé de faire les palais là et que cet espace-là, il a été pris, on ne peut plus l'utiliser. Perdón, el ingeniero espacio no. ¿Eh? El ingeniero
Noreña. Et parce qu'on parle de patrimoine colonial, pour moi, on ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas rentrer sur la question du colonialisme. Mais pour moi, en tant qu'architecte, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe dans une ville quand il y a une vague de migration ou qu'il y a tout simplement des gens qui arrivent qui ne sont pas de là-bas. Et à Tétouan, j'ai parlé un petit peu des Espagnols qui sont arrivés au XVIIe siècle. Mais ici, vous savez les Andalous qui sont arrivés aussi au IXe siècle. Mais vous savez aussi les Tunisiens qui sont arrivés un peu plus tard. Et après, les différentes dynasties qui sont passées par là. On ne va pas non plus parler du terme nation. Mais le terme nation, à l'époque, il y avait des dynasties. C'est un terme qui n'avait rien à voir et que pratiquement à chaque fois qu'une dynastie arrivait, il arrivait avec d'autres idées, d'autres pouvoirs, d'autres contraintes. Et parfois, il pouvait arriver, normalement, il arrivait du sud. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Almoravides? C'était plutôt des Mauritaniens ou des Sénégalais, ce n'est pas des Marocains. Les Almohades, on parlait tout à l'heure que même aujourd'hui, un Marocain du sud, c'est-à-dire au-delà des Hauts-Atlas, n'a rien à voir culturellement avec un Marocain d'ici au du nord. Et quand les Almohades sont arrivés ici, c'était un peuple complètement différent. On parlait de l'importance aussi du contexte du territoire. Fès, on ne peut pas comprendre Fès, l'évolution des Fès et tous ces gens qui sont arrivés sans savoir où se trouve Fès. Fès, et ce n'est pas non plus si elle est liée ou elle n'est pas liée avec Tlemcen, s'il est lié ou pas avec Meknès ou avec Marrakech. Il était lié à Tombouctou, il était lié en Égypte, avec les routes de caravane, que c'est aussi un sujet sur lequel je travaille pas mal dernièrement. Les routes de caravane, il fallait aussi faire un aménagement urbain. Il y avait en plus, il y avait 3 routes qui arrivaient du sud de Sahara. C'était l'arrivée à, aujourd'hui Segelmin, c'était juste à côté, parfois Dagoust et parfois Noumilanta. L'autre endroit c'était Mohamed El Ghizlan, l'autre endroit c'était Sijil Massa, Rissani. En fonction de la dynastie et en fonction de où se trouvait la capitale, il y avait des voies qui étaient plus importantes que d'autres. Et qui en plus, après des Fès, normalement, ça dépend de période, ça arrivait à Ceuta, mais parce que c'est là aussi l'importance des Fès, c'était tous les commerces qui venaient, pas seulement de la Mauritanie et du Mali, et parfois aussi du Soudan, qui venaient jusqu'à ces parties-là, et après ils sortaient vers l'Europe. C'est-à-dire c'était vraiment un centre logistique intercontinental. C'est des notions que même aujourd'hui, sauf ceux qui ont fait en Gémède, mais déjà à l'époque, on pensait à une échelle beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que, finalement, quand on voit toutes ces diversités, toutes ces tribus qui sont passées par là, différentes tribus berbères, arabes, les Chorfa, il y a d'autres régions qu'il y avait aussi les Drawa, les Sahraouis. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, c'est que ces diversités et ces richesses, normalement, il y a eu des moments où on a essayé de tout homogénéiser, de dire voilà, on n'est que des Arabes, des Marocains des Arabes, et pas final. Les Juifs, jamais ils ont été là. Les Berbères, ils sont tous aussi des Arabes. Il est curieux. Quand je pose la question à mes étudiants à différents moments de quelle tribu ils viennent, normalement ceux qui sont du Nord, ils ne me répondent pas. Ils ne savent pas. L'année dernière, à Limba, j'ai posé aux gens de la bande dessinée, parce que de l'art, les gens, moi je ne sais pas, je suis un arabe. Et de les gens de la bande dessinée, il y a une fille qui m'a dit, moi je suis une Chorfa. Alors tu viens du sud? Oui, je viens de Rachidia. Au sud du Maroc, c'est inimaginable que quelqu'un ne sache pas. Ce n'est pas seulement de savoir son histoire, mais c'est quelque chose qui est toujours présent. Et qu'en plus, on essaie de régner de ça, parce que comme si la diversité, ça mettait en péril la question d'être marocain. Et ça, c'est quelque chose qu'avec les patrimoines, on peut aider à changer ce concept.
Et le deuxième concept, c'est plutôt d'un poète portugais qui était une référence pour pas mal des architectes espagnols, qui est Pessoa, qui disait il faut être des santons. Il faut être des santons. Dans le sens qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas faire un nouveau bâtiment comme si c'était fait il y a quelques siècles. Et que de la même façon que j'ai parlé du système constructif des Espagnols, c'est un peu la même chose qui est arrivée à la Médina. Normalement, les Médinas, on pense que c'est toute une identité, tout un ensemble, fait de la même façon et qui a donné les mêmes résultats partout. Et ça, c'est faux. Les architectes, ils devraient constater comment les types de maisons, les types de bâtiments, quand on faisait des arcs en briques, bon, d'abord quand on construisait, on pisait. Après, quand on a passé à la brique. Après, quand on a commencé à mélanger les bois des poutres en bois. Après, quand on a dû utiliser les poutres en acier. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les bétons? On ne peut pas construire de la même façon, avec des matériaux et des techniques différents. Et ça, c'est pour moi la chose la plus importante des Médinas et de l'ensanche. Ce n'est pas garder les styles, garder la trace d'un dessin urbanistique, mais plutôt la mentalité qui a donné lieu à ces résultats-là. Et qu'il y a des choses qui, bien évidemment, sont bien, mais il y a d'autres gens, que ce soit des architectes, il y a aussi Blanco Izarra, un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur les logements et sur la façon de vivre des gens au Rif. Parce que sinon, aujourd'hui au Maroc, on a un problème, c'est que aussi cette architecture et cet urbanisme complètement homogène, on essaie de l'appliquer partout. Nous, à Tétouan, on descendait au sud avec les étudiants, pas que pour faire du tourisme, c'est pour qu'ils se rendent compte des conditions complètement différentes des deux régions. Oui, des deux régions marocaines, mais avec des histoires différentes, avec des populations différentes. Le mois dernier, j'étais à Dakhla. On m'a fait appel des gens du ministère de l'Aménagement. Ils m'ont dit, bon, à part tous les développements touristiques sur la côte, ils m'ont dit, on a un problème à l'intérieur. Concrètement, à Auxerre. À Auxerre, ils ont fait un aménagement il y a 10 ans. C'était fait par des architectes, je ne sais pas, des Rabat, des Casa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un aménagement comme si c'était un quartier de Rabat, des Casa, au milieu du désert. Et ce n'est pas que maintenant c'est moche. Non, non, non. La mosquée, elle est fermée. Et la province d'Auxerre, maintenant, les sièges, ils étaient fermés, ils sont à Dakhla. Et les écoles, ils sont fermées. La seule chose un petit centre culturel, il est fermé. La seule chose qui garde, c'est des logements. Mais au moins, il y a eu des gens qui sont dit, on ne peut pas faire de la même façon qu'à Rabat ou qu'à Casa. Il faut s'adapter. Et pour cela, la meilleure façon d'apprendre comment on peut s'adapter, c'est grâce au patrimoine. Comment les gens ils se sont adaptés. Et pour moi, la solution pour la contemporanéité aujourd'hui au Maroc, dans sa diversité dans tous les sens, culturel, social, même économique, géographique, on a un savoir-faire qui a été développé pendant des siècles et qu'on ne peut pas oublier. La contemporanéité se trouve dans l'histoire de Maroc. En tout cas, après, on parlera plus sur les identités, parce que il y a... Aujourd'hui, c'est dans tous ces plans d'aménagement qu'on fait, parfois on a tendance à trop simplifier les choses. Et aujourd'hui, c'est très à la mode, fait de la charte architecturale qui impose la gamme des couleurs, qui impose des motifs qu'on peut utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser. Et le pire, c'est que parfois on est en train si les architectes qui font ce boulot, ils ne font pas vraiment son boulot, ils sont des gens qui font tourner la machine pour faire du sous, parce que pour moi, apprendre l'identité des Tétouans, ce n'est pas que je suis passé 2 après-midi là-bas et voilà, je connais l'identité des Tétouans.
ça fait des années de vivre là-bas, de passer du temps là-bas, de faire des recherches là-bas, de travailler avec les étudiants, et on commence à avoir une petite idée. Mais pour que vous voyez, ils sont en train de faire une ville entre Tétouan et Tanger, Sharafat, qui développe à l'Amran. Il y a des architectes qui ont fait la charte architecturale, ils sont venus par Tétouan, ils ont dit voilà, la Médina elle est blanche, l'enceinte elle est blanche, c'est les blanches qu'il faut mettre à Sharafat. Par contre, ce qu'il se passe, c'est que la plupart des bâtiments de Tétouan, de l'enceinte Tétouan sont blanches parce que les années 80-90, pour la municipalité, c'était beaucoup plus moins cher de mettre une couche de chaux dans tous les bâtiments que de restaurer toutes les peintures, tous les mosaïques, toute la diversité des couleurs. C'est-à-dire parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas eu peut-être les ressources économiques, mais surtout ils ne se sont pas occupés d'apprendre comment c'était bien fait. Maintenant, on est en train de créer une fausse identité de la même façon qui se passe avec Marrakech. Si toutes les villes du sud, Guelmim, Zagora et Rachidia, tout le monde va faire la même chose. Choisir les couleurs de Marrakech. Et moi, je disais, mais attendez. Les couleurs de Marrakech, ça vient de quoi? Ça vient d'une architecture en terre. Mais il n'y a pas qu'un seul type de terre. En fait, en arrivant à Marrakech, par l'autoroute, on voit petits villages, comment la couleur change. On voit des villages jaunes, des villages oranges, des villages rouges. Tout dépend de la terre. Et maintenant, si tu es à Zagora et ta terre elle est jaune, tu ne peux pas faire ta maison jaune parce qu'il faut mettre après une couche de peinture comme à Marrakech. Mais si tu n'es pas à Marrakech, mais comme à Marrakech. Et finalement, ça, au lieu de garder l'identité, parfois, ce n'est pas garder l'identité, à Dakhla, ils ont un problème. Quand ils me posent l'architecte architectural, d'accord, on va se passer sur quoi? Parce qu'ici, les seules villes, au moins sur la province de Dakhla ou de Dahab, les seuls endroits où il avait de l'architecture, c'est à Dakhla, Biyasit Neros. À l'intérieur, il avait que des nomades. Je n'ai même pas voulu demander la charte architecturale. Mais ça... Bon, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos. Cette présentation est assez intéressante, en fait, notamment sur ce qui concerne l'identité en relation avec le territoire. Et on peut trouver le prolongement de ces questions dans la question de la gouvernance, c'est-à-dire comment les autorités politiques dans la ville pensent le territoire en termes soit à la fois d'un point de vue esthétique et d'un point de vue aussi architectural. C'est-à-dire qu'il est constaté que les politiciens ou les instances politiques en fait ont un certain manque de connaissance du territoire. Ils connaissent les richesses, les ressources économiques, mais non pas la culture, le patrimoine, l'enracinement dans ce territoire, les manières et les habitudes de vivre et aussi l'imaginaire du territoire dans l'esprit des gens.